Nous voyons maintenant le théorème fondamental de la géométrie affine. Alors, c'est un théorème qui va être compliqué à démontrer. En fait, la question est la suivante. Puisqu'une fonction affine conserve l'alignement, on va voir ce que ça signifie, la réciproque est-elle vraie? Et en fait, on démontrera que si une fonction affine est bijective et qu'elle conserve l'alignement, il faut qu'elle soit bijective, et que le corps est grand R, alors f est affine. Alors, une fonction affine f de l'espace affine A vers l'espace affine A' conserve l'alignement. Ça signifie que A, B, C étant des 3 points quelconques de A, s'ils sont alignés, alors leurs images sont alignées. Bon, c'est évident, hein, parce que si A est égal à B est égal à C, 3 points confondus, leurs images sont confondues, donc alignées. Et sinon, s'il y a 2 points distincts, par exemple A et B, eh bien j'ai une relation du type AC égale lambda AB. Et donc quand j'y applique la fonction f, ça me donne que vecteur f de A, f de C est égal à la partie linéaire de f que j'applique à AC, c'est-à-dire à lambda AB. Et donc comme elle est linéaire, ça fait lambda partie linéaire de f appliquée au vecteur AB. Et ça c'est vecteur f de A, f de B. Et donc j'obtiens cette égalité qui montre que f de A, f de B et f de C sont alignés. Donc une application affine, ça conserve l'alignement. Alors, la réciproque, eh bien la réciproque c'est oui, donc j'ai dit si le corps est R et si F est bijective, mais sinon, sinon c'est faux. Alors prenons par exemple comme corps on peut prendre R et le plan P défini par OIJ, donc ça peut être R2 par exemple, et F de P vers P qui au point M appartenant à la droite OI associe O, et donc le centre du repère, et pour M n'appartenant pas à OI associe A, que je prends en dehors du... que je prends en fait différent de O, donc là j'ai choisi O plus J. Bon, elle conserve évidemment l'alignement, puisque l'image de F, enfin les images possibles, c'est 2 points. D'accord, les deux sont possibles, hein, puisque f de A, par exemple, ça fait A, hein, puisque A n'appartient pas à OI. Et f de O, ça fait O. Donc en fait, f de P est égal à OA, il y a que 2 points. Donc on peut toujours dire que ça conserve l'alignement, effectivement. Mais elle n'est pas affine, parce que 2 points, effectivement, ce n'est pas un sous-espace affine. Par exemple, le milieu I de OA, il n'appartient pas à l'ensemble OA. D'accord, donc ce n'est pas un espace affine. Hein. Donc, comme ce n'est pas un espace affine, F n'est pas une application affine. Alors, pour en arriver à démontrer que quand le corps est grand R, les applications bijectives qui conservent l'alignement sont des fonctions affines, il nous faut d'abord introduire la notion d'application semi-linéaire. Donc, si j'ai 2K espace vectoriel E', donc K égale R ou C, eh bien f est dite semi-linéaire si f de x plus y égale f de x plus f de y, quel que soit x, y appartenant à E, et s'il existe un automorphisme sigma du corps K, tel que f de lambda x est égal à sigma de lambda fois f de x, quel que soit lambda appartenant à K, et x appartenant à E. Exemple, f de C2 vers C2, qui a Z1, Z2, associe Z1 bar, Z2 bar, avec K égale C et sigma de Z est égal à Z bar. Remarque, si f est une application linéaire, alors elle est semi-linéaire. Évidemment, il suffit de prendre comme automorphisme sigma égale l'identité de K. Si f est semi-linéaire non nul, alors il y a unicité de l'automorphisme sigma de K. En effet, si f est différent de 0, il y a un x appartenant à E tel que f de x est différent de 0. Et si u et v sont deux automorphismes associés à f, donc on a f de lambda x égale u de lambda f de x égale v de lambda f de x, quel que soit lambda appartenant à K,
comme f de x est différent de 0, ça donne u lambda égale v lambda, quel que soit lambda appartenant à k, donc u égale v. Définition, f de A, l'espace affine A vers l'espace affine A', donc le corps c'est R ou C, est demi-affine et semi-affine s'il existe un point A de grand A tel que l'application phi qui est au vecteur U appartenant à la direction de A associe le vecteur f de A plus U est semi-linéaire. Donc ça équivaut à dire qu'il existe phi semi-linéaire de la direction de A vers la direction de A', tel que f de A plus U est égal à f de A plus phi de U, quel que soit U appartenant à A. Bon, en effet, si on a ça, eh bien, on a bien f de A plus U qui est égal à f de A plus phi de U. D'accord? Et si on a ça, on a bien ça aussi. En fait, écrire ça, c'est exactement écrire ça. D'accord? De plus, si on prend un autre point B quelconque de A, alors quel que soit M appartenant à l'espace affine A, et quel que soit le vecteur U appartenant, alors il n'y a pas besoin de mettre M, et quel que soit le vecteur U appartenant à la direction de A, f de B plus U est égal à f de B plus phi de U. Alors bon, bah, ça vient du fait que f de B plus U, ça sera f de... Alors B c'est A plus vecteur AB. Donc ça fait f de A plus phi de AB plus U, c'est-à-dire phi de AB plus phi de U, puis grâce à la linéarité de phi. Mais ça, c'est exactement f de B, puisque si je fais f de A plus phi de AB, ça va faire f de A plus vecteur AB, c'est-à-dire f de B. D'accord? Donc ça fait f de B plus phi de U. Voilà. Et donc, on a bien ça, quel que soit le point B. Donc en fait, ça assure l'unicité de l'application linéaire. Phi, elle ne dépend pas du point A, bien sûr. Et donc, elle est définie par phi de U est égal à ça, mais ça c'est égal aussi à f de B plus U, quel que soit B appartenant à A, donc ça ne dépend pas du point. Donc on la note comme ça, on peut dire que c'est la partie linéaire de f si on veut, mais en fait c'est la partie semi-linéaire. On va utiliser cette notation. Si f est semi-linéaire de E vers E', alors si f est un sous-espace vectoriel de E, son image est un sous-espace vectoriel de E', f est injective si et seulement si le noyau de f est réduit à 0, et en dimension finie, dimension de Kerf plus dimension de f de E est égale à dimension de E. Démonstration, si je prends x', y' appartenant à l'image de f, x' est égal à f de x, y' f de y, et x' plus y' est égal à f de x plus y, mais x plus y appartient à f, donc x' plus y' appartient à f de f. Maintenant, si je prends lambda appartenant à k, x' appartenant à f de f, x' est égal à f de x, mais lambda aussi est égal à un sigma de A, parce que sigma est un automorphisme, donc est une bijection, A appartenant à k. Donc lambda x' égale sigma de A, f de ax égale f de x égale f de ax, parce qu'elle est semi-linéaire, donc ça appartient à f de f. Et donc j'ai bien démontré que f de f était un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel f'. Voilà. F est injective. Alors, il faut que je démontre que f est injectif si et seulement si f égale 0. Si f est injectif, f de x égale 0, 0 de E'. Ça veut dire f de x est égal à f de 0, là c'est le 0 de E. Donc, puisqu'elle est injective, ça veut dire que x est égal à 0. Donc, Krf est égal à 0. Supposons que Krf est réduit à 0, et f de x égale f de y. Bon, bah, j'ai f de x moins y plus y qui est égal à f de x moins y plus f de y, donc j'ai ça.
D'accord. Alors évidemment, là, j'en démontre tout parce que ça ressemble à la linéarité, mais c'est de la semi-linéarité. Hein. Donc, donc ça fait 0, puisque f de x égale f de y. Donc, x moins y appartient à KF qui est réduit à 0, donc x égale y, de l'équivalence. Voilà, parce que là, j'en déduis que f est injectif. Enfin, la dernière, en dimension finie, je prends f un supplémentaire de KRF, donc j'ai ça, et je considère u qui a x appartenant à f, donne f de x appartenant à f de e. Ça, c'est le genre de démonstration qu'on a déjà faite. Hein, c'est comme ça qu'on a démontré ce résultat avec les applications linéaires. Hein. Donc, ça nous fait... Alors ça, c'est un isomorphisme. Pourquoi? D'abord parce que c'est linéaire, parce que f est linéaire. Ensuite, u de x égale 0, ça veut dire que x appartient à f et à KRF, donc qui est réduit à nul, donc ça veut bien dire que KRU égale 0. Donc U est une injection. Et enfin, c'est une surjection, parce que si je prends x appartenant à f de e, eh bien x' est égal à f de x, avec x appartenant à e, donc qui s'écrit x égale a plus b suivant f somme directe KRF, et donc x' est égal à f de a plus b, c'est-à-dire f de a plus f de b, mais f de b fait 0 parce que b appartient à KRF, donc ça fait f de a, et du coup, mon a, il appartient à f. Donc, c'est bien une surjection et une injection, donc c'est une bijection, donc c'est un isomorphisme. Donc, comme c'est un isomorphisme, la dimension de... alors, pourquoi? Parce que, donc là, j'en déduis que la dimension de f est égale à la dimension... Alors, mon isomorphisme, c'est un isomorphisme de f vers f de e égale à la dimension de f de e. D'accord? Et de ce résultat-là, j'ai la dimension de f plus dimension de KRF égale dimension de e, puisque la dimension de f c'est dimension de f de e, ça fait dimension de f de e plus dimension de KRF est égale à la dimension de e, et c'est exactement ce que je voulais démontrer. Exemple d'une application semi-affine. Comme corps, je prends C, espace affine C2, espace affine C2, F de A vers A' qui est à M, de coordonnées XY. Attention, XY sont des nombres complexes. Associe M' de coordonnées X bar, 2Y bar. Donc évidemment, l'image de 0, 0, c'est 0, 0. Je l'appelle O, ce point. OM', alors OM', ça veut dire M', c'est l'image d'un point M. Donc OM', il aura ça comme coordonnée. Donc si U a pour coordonnée XY, F de U, alors F, c'est la partie semi-linéaire, hein, c'est l'application vectorielle qui est associée à F. Donc elle est définie par f de vecteur u égale O', f de O plus u, donc ça fait x bar, 2y bar. Il faut démontrer qu'elle est semi-linéaire. Donc je prends z appartenant à C, u de coordonnées xy, zu, donc ça va faire zx, zy, f de zu, ça fera donc comme coordonnées z bar, x bar, z bar, y bar, je factorise z bar, et donc ça fait z bar, f flèche de U. Donc on a ça en prenant sigma z égale z bar, qui est bien l'automorphisme de C. Tout à l'heure je l'avais déjà dit, mais je ne l'avais pas expliqué, je l'explique rapidement. Quel que soit un nombre complexe z', il y a bien un unique z appartenant à C tel que z' égale sigma de z, puisque ça équivaut à dire z' égale z bar, ce qui est équivalent à dire z égale z' bar. Donc c'est bien une bijection. D'autre part, il est évident que sigma de z plus z', c'est le conjugué de z plus z', donc conjugué de z plus conjugué de z', idem avec la multiplication, donc c'est bien un automorphisme. Si U a pour coordonnées xy et U', x', y', le vecteur U plus U' a pour coordonnées x plus x', y plus y', sont des nombres complexes, hein, tout ça. F flèche de U plus U', ça donnera ça.
et c'est bien égal à ça. Donc cette application est bien semi-linéaire, donc f est semi-affine. Remarque, le résultat qu'on a eu là tout de suite, f de ZU est égal à Z bar F de U, montre que c'est pas linéaire, puisque sinon on aurait Z à la place de Z bar. Donc f n'est pas affine. Une autre remarque, il ne faut pas croire qu'une application semi-affine est forcément évidemment bijective. Il suffirait d'ailleurs de prendre une application constante, elle est affine, donc semi-affine, et elle n'est pas bijective. Donc, je peux par exemple prendre celle-là, qui a x, y, fait correspondre, x bar est 0. Elle est demi-affine, c'est la même explication que là. Elle n'est pas affine, elle n'est pas bijective, parce que tout point M de cette forme-là a pour image 0, 0. Alors, si f est une application semi-affine de A vers A', alors elle conserve l'alignement. Si en plus elle est bijective, alors elle conserve les droites. Conserve l'alignement, c'est-à-dire qu'il faut que je démontre que si A, B, C sont alignés, A', B', C' le sont. S'il y a deux de ces trois points qui sont confondus, ça fait plus que 2 points. Et puis leurs images, ça va faire aussi 2 points. Et donc, forcément, ils vont être alignés. S'ils sont 2 à 2 distincts et alignés, j'ai une relation du type AC, vecteur AC égale lambda vecteur AB, qui me donne que, donc là je prends toujours la partie semi-linéaire, f flèche de AC va être égal à sigma de lambda, f flèche de AB, c'est-à-dire A'C' égale sigma lambda A'B', ce qui montre que A'B', C' sont alignés. Alors maintenant, si f est bijective, je prends une droite AB, donc A différente B, et forcément A' est différente B', puisque f est bijective. Si M appartient à AB, A, B, M sont alignés, donc A', B', M' aussi, donc M' appartient à A', B'. Maintenant, il faut démontrer que si un point appartient à A', B', il est l'image d'un point de AB. Alors, soit P appartenant à A', B', comme f est bijective, P a un antécédent M, unique d'ailleurs, mais A'P est égal à lambda A'B', puisque le point P appartient à la droite A'B', d'accord? Et donc, A'M', oui, parce que puisque P est égal à F de M, j'ai le droit de l'écrire M', donc ça fait M' c'est P, donc ça fait A'M' égale lambda A'B'. Bon, sigma est un automorphisme de K, donc lambda est un sigma de A, où A appartient à K. Donc A'M' est égal à sigma A A'B', donc ça veut dire que f flèche de AM est égal à sigma A f flèche de AB, autrement dit à f flèche de A fois AB, puisque f est semi-affine, et donc f flèche est semi-linéaire. Alors ça, ça va me dire quoi? C'est-à-dire que si je prends A' plus f flèche de AM, il va être égal à A' plus f flèche de AAB, et donc, et ça c'est quoi? Ça c'est f de m, d'accord? Et f de m va donc être égal à f de A' plus AAB, et comme f est bijectif, m va être égal à A plus AAB, et donc AM va être égal à A fois AB, ce qui veut dire que M appartient à la droite AB, donc le point P est l'image d'un point M de AB, et donc j'ai démontré que la droite A'B' était l'image de la droite AB. Donc ça veut bien dire que c'est conservation d'une droite. C'est-à-dire je prends une droite, son image c'est la droite entière. D'accord? Voilà. Propriété, soit f et g, deux applications semi-linéaires, une de l'espace vectoriel E1 vers l'espace vectoriel E2 et l'autre de l'espace vectoriel E2 vers l'espace vectoriel E3. Eh bien, g rond f va être semi-linéaire. Alors de l'espace E1 vers l'espace E3, bien sûr. Démonstration, si on prend deux vecteurs xy de E1, g rond f en x plus y est égal à g de f de x plus y, c'est-à-dire g en f de x plus f de y.
mais je rapplique la linéarité, ça c'était la linéarité de f. Et maintenant la linéarité de g fait donc g en f de x, c'est-à-dire g en f de x, plus g en f de y, g en f de y. Voilà. Donc là on a démontré une partie de la linéarité, maintenant il nous faut démontrer la semi-linéarité, donc on prend x appartient à E1, lambda appartenant à K, j'appelle U l'automorphisme lié à f et v celui qui est lié à g, je m'intéresse à g rond f en lambda x. C'est g en f de lambda x, mais f de lambda x c'est u de lambda f de x. Et u de lambda c'est un scalaire. Donc g en u de lambda f de x, ça va être v en u de lambda fois g de f de x. Donc v rond u de lambda, g rond f de x. Et comme u et v sont des automorphismes de K, v rond u est aussi un automorphisme de K. Donc g rond f est semi-linéaire. Alors maintenant, on va procéder par étapes pour démontrer, et c'est très long, le théorème fondamental de la géométrie affine. Donc on a une application f de l'espace affine A vers l'espace affine A' qui est bijective, et on suppose dimension de A égale dimension de A' égale D supérieur ou égal à 2. Et on suppose que f conserve l'alignement, donc dès que 3 points sont alignés, les images que par la suite j'appellerai avec des primes, A', B', C', sont alignées. Alors, on va démontrer dans un premier temps que si x est un ensemble de n plus 1 points, un ensemble affinement libre, donc forcément n est inférieur ou égal à la dimension D de l'espace affine, alors l'image par f du sous-espace affine engendré par x est inclus dans le sous-espace affine engendré par f de x. Démonstration par récurrence sur n supérieur ou égal à 0. Si n égale 0, x est égal à m0. L'espace qu'il engendre, c'est m0. f de x, c'est, alors je l'appelle m'0, l'image de m0. Hein, et donc, le sous-espace qu'il engendre, c'est toujours le singleton m'0. Et donc, au bout du compte, ça fait bien f de l'espace affine engendré par x, puisque l'espace affine engendré par x, c'est m0. Donc, ça marche. Si n est égal à 1, je prends x égale m0, m1, m0 différent de m1. Alors, l'espace qui est engendré, alors m0 différent de m1 parce qu'on veut affinement libre. Donc, l'espace engendré, c'est la droite m0, m1. Et si je prends m appartenant à cette droite, les 3 points sont alignés, donc leurs images aussi, ce qui veut dire que m' appartient à la droite m'0, m'1, parce que je peux parler de droite, parce que comme f est bijectif, m'0 est différent de m'1, et donc j'obtiens que m appartient à, si m appartient à x, enfin l'espace engendré par x, c'est-à-dire à la droite, eh bien f de m appartient à cette droite-là, autrement dit, à l'espace engendré par f de x. Donc, parce que f de x, c'est évidemment m'0, m'1, et donc l'espace qu'il engendre, c'est la droite. Et donc, j'ai bien que le résultat. Voilà. Donc, ça marche pour n égale 1. Alors, supposons que la propriété est vraie à l'ordre k, quel que soit k, entre 0 et n. Et montrons qu'elle est vraie à l'ordre n plus 1. Soit x, donc je rajoute un point, jusqu'à n plus 1, je suppose libre, et je prends m appartenant à l'espace affine engendré par x. Donc m est barycentre des mk alpha k, k compris entre 0 et n plus 1, et si m n'appartient pas à x, forcément, un des alpha k est différent de 1, parce que sinon il y aurait un des alpha k égal à 1, tout le reste serait égal à 0, et donc le point m serait le mk pour lequel alpha k est égal à 1. Donc je vais supposer un des alpha k différent de 1, par exemple alpha n plus 1, quitte à redistribuer les points. Et donc je vais dire que m est barycentre de mn plus 1 alpha n plus 1 et de g avec 1 moins alpha n plus 1. Là j'utilise l'associativité du barycentre.
Ça marche parce que la somme des deux, bon bah évidemment ça fait 1, donc c'est différent de 0, et que G, je choisis donc G c'est le barycentre des MK alpha K, et évidemment la somme des alpha K qui est égale, enfin pour K allant de 0 à N, c'est 1 moins alpha N plus 1. Donc, et comme alpha N plus 1 est différent de 1, cette somme est différente de 0. Voilà. Donc, le point G, qui est barycentre de ça, appartient au sous-espace affine engendré par les n plus 1, parce que là, maintenant, j'ai n plus 2 points ici, par les n plus 1 premier MK, d'accord? Donc, d'après la récurrence, son image G' appartient à l'espace engendré par l'image de ça, c'est-à-dire les m'K pour K compris entre 0 et N. Bon, et d'autre part, M est barycentre de ces deux points, donc toujours d'après la récurrence, M' va appartenir au sous-espace engendré par m'N G'. Et j'ai dit que G' appartenait à ce sous-espace, donc finalement, M' va appartenir au sous-espace engendré par m'N et tout cela, c'est-à-dire par f de x. Voilà. Et donc, je viens de démontrer, alors ça je viens de le démontrer pour tout m appartenant à x, mais j'avais choisi m n'appartenant pas à x. Alors évidemment, si m appartient à x, son image appartient à f de x, donc aussi à l'espace engendré par f de x. Donc, je viens de démontrer ça, en fait, quel que soit m appartenant à l'espace engendré par x, j'ai bien l'image m' qui appartient à ça. Donc ça prouve bien que ce que je voulais démontrer, à savoir que f de x, comme ça, est inclus dans l'espace engendré par f de x, et c'est gagné. Propriété. Si A0, A1, A2 jusqu'à An est un système libre, alors le système image, donc A'0, A' jusqu'à A'M, est aussi libre. Alors évidemment, ça suppose, puisqu'il y a n plus un point, que n est inférieur ou égal à la dimension d de l'espace A. Je rappelle que f est une application, est une bijection même, de l'espace affine A vers l'espace affine A', et que A et A' ont la même dimension. Alors, démonstration, si n est inférieur à d, donc si ça ne l'est pas, il n'y a rien à faire, mais si n est inférieur à d, on complète de façon à obtenir un repère de l'espace affine A, donc un système libre. Hein. Supposons que A'0 jusqu'à A'N n'est pas libre, donc le contraire de ça. Alors, R', qui est le système A'0 jusqu'à A'D, ne sera pas libre puisqu'il contient des points qui ne sont pas libres. Donc R', alors lui il est formé de D plus 1 point, il va engendrer un sous-espace qui sera de dimension inférieure à la dimension de A', donc inférieure à D. Alors on a évidemment ça qu'on avait démontré tout à l'heure, hein, et l'espace engendré par R c'est A. Et f de A est égal à A', pourquoi? Parce que f est une bijection. Donc j'obtiendrai que A' est inclus dans le sous-espace engendré par R', qui lui est de dimension inférieure à A'. Donc on obtient une contradiction. Donc ça veut dire qu'on a mal supposé et que eh bien A'0, A'1 jusqu'à A'M était un système libre. Proposition, si A est différent de B, deux points de A, eh bien, la droite AB a pour image la droite A'B', et si D1 et D2 sont deux droites parallèles distinctes de l'espace affine grand A, alors D'1, D'2 sont deux droites parallèles distinctes de l'espace affine A'. Démonstration, AB est un système libre, donc A'B' aussi. Le système AB engendre la droite AB, f de AB est égal à A' est égal, f de AB c'est f de AB, c'est f, c'est l'image de la droite AB, c'est inclus dans le sous-espace
le sous-espace engendré par A'B', qui lui est égal à A'B', puisque A'B' est libre. Voilà, donc ça nous fait que l'image de la droite AB est inclue dans la droite A'B'. Alors prenons un point M' appartenant à la droite A'B'. D'accord ? F est une bijection, donc ce M' il a un antécédent M appartenant à l'espace affine A, et f de M est donc égal à M'. Supposons que M n'appartienne pas à AB. Dans ce cas-là, ABM est un système libre. Et donc A'B', M' aussi. Et donc ça voudrait dire que M' n'appartiendrait pas à la droite A'B', ce qui est faux. D'accord ? Donc M appartient à la droite AB. Donc ça veut dire que, alors j'avais f de AB qui était inclus dans A'B', mais tout le point M' de A'B' est l'image d'un point de AB. Donc j'ai f de AB qui est égal à A'B'. Alors maintenant, prenons deux droites parallèles distinctes D1, D2, donc D1 égale AB, D2 égale CD. Je prends C n'appartenant pas à AB puisqu'elles sont distinctes. Et leurs images c'est A'B', C'D'. ABC donc libre, donc engendre un plan P. D1 appartient évidemment à ce plan, et puis D2, comme les deux droites sont parallèles, la droite D2 elle est définie par le point C, mais aussi par le vecteur AB, et donc elle va appartenir au plan P, ce qu'on savait déjà, deux droites parallèles, elles sont coplanaires. Alors f de Play, ABC est libre, donc l'image de ABC c'est A'B', C', ça va être un plan P'. Et P'. Alors, D'1, D'2, comme D1 est inclus dans P, D'1 est inclus dans P', D'2 est inclus dans P, D'2 est inclus dans P'. Donc, ces deux droites coplanaires, alors, elles ont une intersection vide, parce que sinon, il y aurait un point M' qui appartiendrait à D'1 inter D'2. Donc, M' serait l'image d'un point M1, où M1 appartient à D1, l'image d'un point M2, M2 appartenant à D2. Mais c'est une bijection, donc si M1 est forcément égal à M2, parce que si M1 était différent de M2, j'obtiendrais f de M1 qui vaut M, qui serait différent de f de M2 qui vaut M aussi, donc ça ne va pas, donc M1 est égal à M2, et donc M' est l'image d'un point M qui appartient à D1 et à D2, sauf que D1 inter D2 c'est vide. Donc, on a une impossibilité. Donc, D'1 inter D'2 est égal à vide. J'ai donc deux droites qui sont dans le plan, deux droites coplanaires dont l'intersection est vide. Et donc, ces deux droites-là sont parallèles, strictement parallèles, puisqu'elles sont distinctes, elles n'ont pas de point commun. Propriété, si ABC sont trois points de l'espace affine grand A, alors f de A plus BC est égal à A' plus B' C'. Démonstration, c'est évident si B est égal à C, car alors on a B' égale C', et donc cette relation 1 donne A' égale A', ce qui est vrai. C'est évident aussi si A égale B, parce qu'à ce moment-là, A plus AC, ça fait C, f de ça fait C', et de l'autre côté, si A est égal à B, on a A' plus A', C', ça fait C' aussi. Donc on suppose B différent de C et A différent de B. Donc premier cas, ABC forme un système libre. Donc on sait que A', B', C' aussi. Et on pose M égale A plus vecteur BC. Donc on a AM qui est égal à BC. Et AMCB est un vrai parallélogramme parce que ABC est un vrai triangle. Et on a M égale D1 inter D2 où D1 c'est la parallèle à BC passant par A. La parallèle à BC passant par A, donc c'est cette droite-là. Et D2 c'est la parallèle à AB passant par C. Elle se coupe effectivement en M, d'accord ? Alors maintenant, D'1, l'image de D1, ça va être la droite parallèle à B', C' passant par A', et D'2, la droite parallèle à A', B', passant par C'. D'1 inter D'2 égale M',
faut imaginer le même dessin mais avec A', B', C'. Et donc je vais dire que D'1 c'est cette droite-là, D'2 c'est cette droite-là, d'accord? Voilà, et ces deux droites-là sont séquentes parce que tout simplement, alors on utilise le fait que quand deux droites sont parallèles, toute droite qui est séquente à l'une est séquente à l'autre. D'accord? Voilà, donc on a à ce moment-là A', B', C', M' qui est un parallélogramme et M' qui est égal à A' plus B', C'. Et c'est terminé. Deuxième cas, A, B, C sont liés. Donc, on a toujours avec B différentes C et A différentes B. Alors, on va prendre D qui n'appartient pas à BC et on va construire le point E qui sera D plus vecteur BC. Donc, DE est égal à BC et on va construire M égale A plus BC et A plus BC, ben, ça va faire A plus DE. D'accord? Alors, pour ces deux constructions, on est ramené au cas précédent. On est ramené au cas précédent parce qu'on a construit deux parallélogrammes. On a vecteur AM égale vecteur DE, parallélogramme BCDE, BCDE aussi, et parallélogramme donc AMD. Alors, on sait que, d'après ce qu'on a vu juste avant, le fait que E soit égal à D plus BC, ça implique que E', image de E, est égal à D' plus vecteur B', C'. Et comme M est égal à A plus BC, c'est-à-dire A plus DE, A' va être égal à A' plus D' E'. D'accord? On le sait aussi toujours rapport à ce qu'on a vu avant. Mais comme D' E' égale B' C', parce que voilà, c'est cette relation-là qui nous le dit. Et donc on obtient que M' est égal à A' plus B' C. Donc l'image de A plus BC, c'est encore A' plus B' C', pardon. Et donc la propriété est démontrée. On considère maintenant la droite D égale OI et les applications suivantes. À X appartenant à K, on fait correspondre le point M égale O plus XOI, qui appartient donc à la droite OI. Donc X apparaît clairement comme l'abscisse du point M dans le repère OI de la droite OI. Donc en fait, c'est une bijection évidente. C'est évident que tout point de la droite peut s'écrire, pour tout point de la droite, il y a un X tel que ça, parce que le vecteur OM est forcément un XOI, vu que OI est un repère. Donc U est une bijection. Ensuite, au point M de A, on fait correspondre M', l'image par F dans A', donc bijection aussi. Et là, on fait l'inverse de ce qu'on a fait là, c'est-à-dire que à ce point M', on associe donc son abscisse Y, c'est-à-dire le Y tel que M' égale O' plus Y O'I'. Donc, comme celle-là était bijective, hein, bon, bah, celle-là c'est l'inverse en fait de celle-là, mais si on prend la droite O'I' à la place de la droite OI, et donc évidemment c'est une bijection évidente. Alors oui, car M' appartient à O'I', évidemment, hein, puisque si M est sur la droite OI, M' est sur la droite O'I'. Je rappelle que D c'est la droite OI, son image c'est la droite O'I'. Alors, je note sigma égale V rond F rond U, c'est donc une bijection comme composé de bijection, de K vers K. On prend maintenant un point J qui n'appartient pas à la droite OI, et on regarde ce qui se passe quand je prends X appartenant à K, je lui associe P égale O plus XOJ. Puis, son image P', je refais la même chose. Puis l'unique Y tel que. Eh bien, on aimerait bien que Y soit égal à sigma X, c'est le cas, comme je viens de le démontrer. Si X est égal à 0, bon, si X est égal à 0, ici M est égal à 0, ici P est égal à 0, donc M' égale P' égale O', et donc on va avoir M' égale O', ben, ici sigma X est égal à 0, Y est égal à 0, donc ça marche, on a bien le résultat Y égale sigma X. Si X est égal à 1, on a M qui vaut I, M' qui vaut I', P égale J, P' égale J', sigma X forcément puisque
là c'est I', eh bien sigma x va être égal à 1, puis là y égale à 1, donc on a encore l'égalité. Et au passage, on a démontré que sigma 0 est égal à 0 et sigma 1 est égal à 1. Supposons maintenant x différent de 0, x différent de 1. Je considère l'homothétie de centre O et de rapport x. Elle transforme I en M, puisque M est égal à O plus XOI. Et je veux dire qu'elle transforme J en P. Hein. C'est pas que je lis, c'est que j'en suis sûr, d'accord, grâce à ça. Et puis, j'ai donc la droite IJ qui est parallèle à la droite MP. Et maintenant, je prends j'ai M' égale O' plus sigma x ou i, et je considère l'homothétie de rapport O', non, de centre O' de rapport sigma x. Donc, elle transforme, ici c'est O', I', pardon. Donc, elle transforme I' en M', et j'appelle Q l'image de J'. D'accord? Et je me retrouve avec un dessin comme ça. Pourquoi? Alors c'est ça que je vais expliquer maintenant. La droite parallèle à IJ passant par M a pour image la parallèle à I'J' passant par M'. D'accord? Et cette droite, elle vient couper la droite OJ. Donc, quand je passe aux images, la droite OJ, elle a pour image la droite O'J'. Donc, à l'intersection, en fait, celle-là va venir couper celle-là en un point qui sera l'image de P. Et donc, ça veut dire que Q est l'image de P. Donc, Q égale P'. Et donc, P' est égal, comme Q était égal à O' plus sigma x O'J', grâce à cette homothétie, je vais avoir P' égale O' plus sigma x O'J'. Et donc, Y est bien égal à sigma x. Voilà. Donc, proposition suivante, maintenant, je prends A, c'est-à-dire, en fait, je veux démontrer la même chose, mais avec J qui serait sur la droite OI. Je ne l'appelle pas J, je l'appelle A, parce que je vais avoir besoin de J. Donc, je l'appelle A, différent de O et de I, et B est égal à O plus XOA. Alors, B' est égal à O' plus X O' A'. Voilà ce que je veux démontrer. C'est évident si x égale 0, parce que si x égale 0, j'ai B qui est égal à O, B' qui est égal à O', et donc, B' égale O' plus 0 vecteur O'A', c'est évident si x est égal à 1, parce que B va être égal à A, et donc B' est bien égal à O' plus O'A'. Donc c'est évident dans ces deux cas. Donc je peux prendre maintenant x différent de 0, x différent de 1. Je considère l'homothétie de centre O et de rapport x. Alors elle transformait déjà I en M, I en I', pardon. Voilà. Non, alors c'est pas ça. Elle transformait I en M, d'accord? Elle transformait I en M, elle transformait J en P, d'accord? Elle transforme J en P, et puis elle transforme A en B, parce que B est égal à O plus XOA, d'accord? Voilà, donc je me retrouve en fait dans cette situation-là, à la place de celle-là, hein, à la place de I et M, ici, j'ai A et B. Voilà. Et ça, j'ai démontré tout à l'heure en considérant une autre homothétie, c'était celle-là. Donc ici, ça serait l'homothétie H' de centre O' et de rayon sigma et de rapport sigma x, qui transformerait alors J' en P', ça on le sait déjà. Eh bien, et on montre qu'elle transforme A' en B'. Et donc, en fait, c'est-à-dire on montre ça de la même façon qu'on avait démontré ça avant. Voilà, exactement. Ça implique ça, ça implique ça. D'accord? Et donc, ça implique ça.
Et on a O'B' qui est égal à sigma x O'A', puisque B' est l'image de A' avec cette homothétie. Ceci dit, on fait Thalès et puis on trouve la même chose. Hein. C'est pour éviter de faire Thalès. Hein. Voilà. Donc la conclusion de tout ça, c'est que si B est égal à O plus X au A, hein, alors là, eh bien, j'ai B' qui est égal à O plus sigma X au prima'. En fait, dans toutes les situations, maintenant, quand j'aurai des choses du genre A égale, M égale A plus lambda AB, eh bien, ça implique que M' est égal à A', hein, je passe aux images, plus sigma de lambda A', B'. En fait, c'est ça qu'on vient de démontrer, d'accord? Dans toutes les situations, quelle que soit la position des points, on a ça. Alors évidemment, nous allons montrer maintenant que sigma est un automorphisme du corps K. Démonstration donc, je prends x, y, deux scalaires. Hein. Il faut démontrer d'abord que sigma de x, y est égal à sigma x, sigma y. J'appelle ça la relation. Bon, c'est évident si x égale 0, y 0, parce qu'on a vu que sigma 0 faisait 0, donc ça fait 0 égale 0, la tête à deux tours. Si x est égal à 1 ou y égale 1, on a déjà vu que sigma 1 est égal à 1, donc ça ferait sigma x égale 1 fois sigma... Non, sigma y égale 1 fois sigma y, donc ça marche. Donc on peut se placer maintenant dans un autre cas que cela. Donc avec ni x ni y qui sont égaux à 0 ni à 1. Soit U un vecteur de la direction de A, un vecteur non nul. Donc je pose, donc il y a un point I, je fixe O, donc il y a un point I tel que vecteur OI égale U. J'appelle M égale O plus XU. Donc OM égale XU. P égale O plus YOM. Donc O plus, je remplace OM par XU. Ça fait XY OI, puisque U est égal à OI. Donc j'ai M', hein, qui va être égal à O' plus sigma X O'I'. Hein, et puis j'ai P' qui va être égal à O' plus sigma Y O'M'. Mais ça va me faire O' plus sigma Y, et mon O'M', eh bien, je peux le remplacer par sigma x O'I'. Donc ça me fait ça, et ça, donc j'ai ça, mais je sais aussi que P' c'est O' plus sigma xy O'I'. Et donc j'ai sigma x, sigma y qui est égal à sigma xy, et c'est terminé pour cette première partie. Deuxième partie, il faut démontrer que sigma de x plus y est égal à sigma x plus sigma y. Ce qui au passage déjà est vrai si x est égal à 0 ou bien y est égal à 0. Donc on peut très bien prendre là x qui n'est pas égal à 0. M égale O plus XOI, P égale O plus YOI, A égale O plus X plus YOI. J'ai donc O', M' qui est égal à sigma X O'I', O'P' qui est égal à sigma Y O'I'. Vecteur OA est égal à vecteur OM. Alors, vecteur OA, c'est là. Donc, je fais O plus XOI, c'est-à-dire OM, plus YOI qui lui vaut OP. OP égale YOI. Donc, ça veut dire que A est égal à M plus vecteur OP. Et donc, ça dit que A' est égal à M' plus vecteur O'P'. Le vecteur O'A' est égal au vecteur O'M' plus le vecteur M'A', c'est chal. Donc, ça nous fait sigma x O'I' plus M'A' que je remplace par O'P' qui est égal à sigma y O'I'. Donc, j'obtiens sigma x plus sigma y O'I'. Et comme je sais que O'A' doit être égal par définition à sigma x, sigma dans x plus y O'I', j'en déduis cette égalité. Voilà.
Proposition suivante, eh bien, je vais démontrer maintenant que que l'application f est semi-affine. Et donc, je vais passer par sa partie semi-linéaire, phi. Alors, je redéfinis phi. Phi, c'est quoi? C'est quand c'est une application de la direction de A vers la direction de A, j'ai fixé O, hein, qui a au vecteur U associe le vecteur O' f de O plus U. O', c'est évidemment l'image de O. Donc j'ai phi, si je remplace U par OM, j'ai évidemment phi de OM qui est égal à O'M', quel que soit M appartenant à A. Donc démonstration, je prends un vecteur U, je prends un scalaire lambda, I est toujours le même I, le même O, et j'ai donc I égale O plus U. M est égal à O plus lambda U, qui est égal à O plus lambda OI, et donc M' est égal à O', c'est O', plus sigma lambda O'I'. Voilà. Alors, ce qui est bien que phi de lambda U, alors phi de lambda U, c'est phi du vecteur OM, c'est-à-dire c'est O'M', eh bien, il va être égal à sigma en lambda, et O'I', bah, O'I' c'est quoi? O'I' c'est phi de U, parce que OI est égal à U. Donc, O'I' est égal à phi de U. Et donc, j'obtiens bien phi de lambda U égale sigma en lambda phi de U. Ça, c'est la semi-linéarité. Maintenant, pour la partie linéarité, je prends deux vecteurs U et V, M égale O plus U, P égale O plus V, A égale O plus U plus V, c'est-à-dire M plus V. Donc M plus OP, si bien qu'A' est égal à M' plus O'P'. Phi de U plus V, c'est O'A', c'est-à-dire O'M' plus M'A', châle, égale O'M' plus O'P'. O'M' c'est phi de U, l'autre c'est phi de V, et j'obtiens phi de U plus V est égal à phi de U plus phi de V, donc phi est bien semi-linéaire de l'espace vectoriel direction de A vers direction de A'. Oui, ici c'est A' en réalité. Et donc, j'ai mon application f qui, elle, va de A vers A', comme ça, d'accord? Eh bien, elle est semi-affine, puisque on a l'image de M qui est O' plus phi de OM, avec phi qui est semi-linéaire. On dit semi-linéaire ou sigma-linéaire, semi-affine ou sigma-affine. Conclusion de toute cette longue étude, l'énoncé du théorème fondamental de la géométrie affine. On a déjà eu l'occasion de l'énoncer. Si A et A' sont deux espaces affines de même dimension n supérieure ou égale à 2, et si f est une application de A vers A' bijective, eh bien si f conserve l'alignement, ce qui signifie que l'image de trois points alignés, c'est trois points alignés, alors f est semi-affine. Alors si k égale à c, on en reste là, f est semi-affine. Si k est égal à r, on peut même dire que f est une application affine. Tout a été fait. En effet, si k est égal à r, là, je reviens sur k, eh bien le seul automorphisme de grand R, du corps grand R, c'est l'identité. Et donc si f est semi-affine avec l'automorphisme égal à l'identité, eh bien on a déjà eu l'occasion d'en parler, elle est affine. D'ailleurs, c'est une condition nécessaire et suffisante pour qu'une application semi-affine soit affine. Voilà, donc si k égale à r, f est affine. Alors évidemment, si f conserve les droites, alors elle va conserver l'alignement, et donc on aboutit aux mêmes conclusions, à savoir si k est égal à c, f est semi-affine, si k est égal à r, f est affine. Je rappelle que dans l'autre sens, ça marche à peu près bien
mais il n'y a pas besoin de la bijection. C'est-à-dire que si f de A vers A' est semi-affine, alors elle conserve l'alignement, que le corps soit égal à R ou à C. Et si f de A vers A' est affine, bah évidemment, elle va aussi conserver l'alignement. Théorème, l'identité de R, donc qui a X appartenant à R associe X, est le seul automorphisme du corps, R. Démonstration, on cherche donc f bijectif de R vers R, vérifiant f de x plus y égale f de x plus f de y et f de xy égale f de x f de y, quel que soit x, y appartenant à R. f de 0 plus 0 égale f de 0 nous donne f de 0 plus f de 0 égale f de 0, donc f de 0 égale 0, la tête à Toto. f de 1 fois 1 est égal à f de 1, donc f de 1 est égal à f de 1 au carré, qui donne f de 1 égale 1 ou 0, mais f de 0 est déjà égal à 0 et f est bijective, donc f de 1 est égal à 1. f de n égale n par récurrence sur n, c'est vrai à 0, et si on suppose f de n égale n, f de n plus 1 est égal à f de n plus f de 1 qui fait 1, donc ça fait n plus 1, et donc c'est encore vrai à l'ordre n plus 1. Et donc, par le théorème de récurrence, c'est toujours vrai. f de moins n est égal à moins n, quel que soit n appartenant à n. En effet, f de moins n plus n est égal à f de moins n plus f de n. Et ça, ça fait f de 0, donc ça fait 0 qui est égal à f de moins n plus n. Donc f de moins n égale moins n, quel que soit n appartenant à n. Donc f de n est égal à n, quel que soit n appartenant à z. Si je prends x appartenant à q, c'est un p sur q avec p appartenant à z et q appartenant à n étoile. J'obtiens que p est égal à x sur q, donc f de p égale f de x, f de q, parce que c'est un automorphisme. Donc p égale f de x fois q, et f de x égale p sur q, c'est-à-dire égale x, quel que soit x appartenant à q. On va montrer maintenant que f est croissante sur R. Je prends x supérieur ou égal à 0, et je considère sa racine carrée y. f de y au carré est égal à f de x, donc f de y au carré est égal à f de x, donc f de x est un carré, donc il est positif, donc f de x est positif, quel que soit x appartenant à R+. Maintenant, si je prends x inférieur ou égal à y, j'ai y moins x qui est supérieur ou égal à 0, donc son image qui est supérieure ou égale à 0, mais f de x plus y moins x, ça fait f de y, les x s'en vont, et ça fait aussi f de x plus f de y moins x, donc f de y moins x va être égal à f de y moins f de x, c'est-à-dire y donc va être égal à f de y moins f de x, et je sais, voilà, et je sais qu'en plus f de y moins x est supérieur ou égal à 0, donc f de y moins f de x est supérieur ou égal à 0, donc f de y est supérieur ou égal à f de x à chaque fois que y est supérieur ou égal à x, donc f est croissant. f est continu. Si je prends epsilon positif, je peux trouver n tel que 1 sur n inférieur à epsilon. Eh bien, si je prends xy tel que valeur absolue de xy est inférieure ou égale à 1 sur n, eh bien, si x moins y est supérieur ou égal à 0, je sais que, donc j'ai ça, d'accord, puisque j'ai ça, et dans ce cas-là, comme f est croissante, j'ai f de 0 inférieur ou égal à f de x moins y, f de, donc était f de x moins y, c'est-à-dire f de x moins f de y, qui est inférieur ou égal à f de 1 sur n qui vaut 1 sur n. Et puis si x moins y est inférieur à 0, bah j'ai y moins x est supérieur ou égal à 0, donc j'ai la même chose que ça en inversant y et x. Et donc je vois que dans les deux cas, la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure ou égale à 1 sur n, donc à epsilon. Donc j'ai la relation, quel que soit epsilon positif, il existe n tel que valeur absolue de x moins y est inférieure ou égale à 1 sur n, implique ça, f de x moins f de y inférieur à epsilon, ça veut dire que f est uniformément continu sur R, donc continu. Donc elle est continue, donc maintenant si je prends x appartient à R, je sais qu'il existe une suite de nombres rationnels qui tendent vers x, donc par continuité f de xn tend vers f de x, mais f de xn ça fait xn, donc xn tend vers f de x, mais comme xn converge vers x et qu'il y a unicité de la limite,
f de x égale x, quel que soit x appartenant à R. Donc f est l'identité, et puis évidemment c'est un automorphisme évident, puisque x plus y égale x plus y, et xy est égal à xy. Maintenant, que se passe-t-il dans C? Eh bien, théorème, il y a deux automorphismes continus sur le corps C. En fait, on peut démontrer qu'il y a, je le ferai peut-être, qu'il y a d'autres automorphismes, ça utilise l'axiome du choix, l'axiome de Zorn, le lemme de Zorn, mais il y a des automorphismes aussi, d'autres automorphismes qui ne sont pas continus sur le corps C. Donc là, j'inclus la continuité. Et ces deux automorphismes, c'est l'identité et puis le conjugué. Démonstration, F est un automorphisme de C. On peut reprendre 1, 2, 3 et 4, c'est identique. Et donc on a f de x égale x, quel que soit x appartenant à U. Si x appartient à R, on prend xn qui tend vers x, et comme on a supposé f continue, f de xn égale xn, tend vers f de x, et donc ça fait que, donc ça fait f de xn, c'est-à-dire xn tend vers f de x, mais comme xn tend vers x, unicité de la limite, donc la continuité nous permet de dire que f de x est égal à x, quel que soit x appartenant à R. Alors i carré est égal à moins 1, donc f de i carré, ça fait f de i fois f de i, donc f de i au carré va faire moins 1, parce que f de moins 1 fait moins 1. C'est un nombre réel. Donc f de i est égal à i ou à moins i. Si f de i est égal à i, alors quel que soit xy appartenant à R, ça fera f de x plus y égale f de x plus f de i, f de y, là j'utilise l'automorphisme, et donc ça fera x plus y, donc ça fera f de z est égal à z, quel que soit z appartenant à C, donc f est l'identité. Et c'est évident que l'identité est bien un automorphisme de C. Maintenant, si f de i est égal à moins i, f de x plus y est égal à f de x plus f de i, mais cette fois-ci il vaut moins i, f de y, et donc f de x c'est des règles, c'est comme ici, f de x il valait x, f de y il vaut y, donc là ça fait x moins y. Donc ça fait que f de z égale z bar, quel que soit z appartenant à C, et on vérifie facilement que c'est un automorphisme, parce que le conjugué de z plus z', c'est le conjugué de z plus le conjugué de z', et que le conjugué de z fois z', c'est le conjugué de z fois le conjugué de z', et d'autre part, c'est évident que c'est une bijection, je vous laisse le faire, au même titre que l'identité d'une bijection, ça c'est absolument évident, c'est-à-dire que z égale z bar est égal à z' bar, on prend le conjugué du conjugué, ça donne z est égal à z', donc c'est immédiat l'injection, et d'autre part la bijection à tout conjugué, tout nombre complexe z de C est le conjugué de son conjugué. D'accord, donc c'est aussi une surjection. Topologie d'un espace affine de dimension finie. On considère une norme quelconque sur E, par exemple celle-là, où B est une base de E, et on pose distance entre M et M' est égale à norme de vecteur MM'. C'est une distance évidente, je vous laisse le vérifier. La topologie θD est définie par les boules ouvertes, comme ça, B, le centre M est de rayon R positif. Les normes sont équivalentes sur E parce que E est de dimension finie. Donc θn ne dépend pas de n, et donc θd ne dépend pas de d. Si f est continu pour la topologie précédente, et que f conserve le milieu, alors f est une application affine. Alors on fixe O appartenant à E, et on considère l'application f sur E qui au vecteur U associe le vecteur f de O plus. Il faut donc montrer que cette application-là est linéaire. Donc je vais démontrer d'abord que f de U plus V est égal à f de U plus f de V. Puis ensuite qu'elle est continue, alors qu'elle sera continue pour la norme. On est en dimension finie, donc peu importe par la topologie que l'on prend sur l'espace vectoriel E, on va prendre évidemment la topologie θn. Donc ici, je prends deux vecteurs U et V de E, A égale O plus U, B égale O plus V, M égale O plus U plus V, ce qui me permet d'avoir un parallélogramme OAMB, j'appelle I son centre, et je mets des primes pour les images des points.
I est le milieu de AB, donc I' est le milieu de l'A'B', parce que j'ai supposé qu'elle concerne les milieux. De même, puisque I est le milieu de OM, I' est le milieu de O'M', et donc I' est le milieu de A'B' et de O'M', donc OA'M', B' est un parallélogramme, donc O'M' est égal à O'A' plus O'B'. Comment ça? C'est F de U plus V. Ça, c'est F de U. Et ça, c'est F de V. Donc, j'ai ça, quel que soit UV appartenant à eux. Maintenant, pour la continuité, je prends deux vecteurs, U0 et U. Alors, je montre la continuité en U0. M0 égale O plus U0, M égale O plus U. F de U moins F de U0, c'est O'M' moins O'M'0. Donc, c'est M'0, vecteur M'0, M'. Où les primes sont les images. Norme de f de u moins f de u0, ça va être la norme de ça va être la distance. C'est-à-dire, ça va être la norme du vecteur, parce que du vecteur M'0, M', d'accord? Donc, ça va être la distance entre f de M0 et Fm. F est continu en M0, donc quel que soit epsilon positif, il existe nu positif, tel que si cette distance-là est inférieure à nu, alors celle-là est inférieure à epsilon. Donc, ça, c'est équivalent à dire que ça, c'est inférieur à nu. Donc, si ça, c'est inférieur à nu, alors, et ça, c'est quoi? C'est la norme c'est la norme de f de u moins f de u0, puisqu'on a vu que ça donnait ça, d'accord? C'est-à-dire, ça fait distance entre M'0 et M', d'accord? Donc, j'obtiens que ça implique ça, et donc que la fonction f flèche est continue en U0, quel que soit U0 appartenant à E. Donc, elle est continue. Voilà. Alors, elle est continue, et f de u plus v, on l'a démontré, est égal à f de u plus f de v, quel que soit UV appartenant à E. Alors, on sait que f est linéaire, et puisque f est linéaire, f va être affine, d'où le résultat.